C'est une nouvelle semaine qui s'ouvre pour l'équipe du tribunal de l'actualité et nous sommes heureux de vous retrouver, auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour à vous, juge Benna Bougma. Oui, bonjour, président Kaboré, bonjour, juge Souré, bonjour, madame, monsieur. Bonjour également à vous, juge Joël Souré. Bonjour, président Kaboré, bonjour, juge Bougma et bonjour, téléspectateurs et auditeurs. Et pour cette première audience, le tribunal de l'actualité auditionne Siaka Koulibaly. Il est conseiller spécial à la primature et avec lui, il sera question à la barre du tribunal de l'actualité des transitions face aux délais légaux, état des lieux et perspectives. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Kaboré. Et sur ce, je déclare donc ouverte cette première audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Benna Bougma, nous sommes lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Merci, président. Alors, ce lundi, je partage une citation de Olivier de Kersosson qui dit « Vivre est un privilège, ce n'est pas un dû. Alors, on doit avoir la politesse, l'élégance de profiter du fait d'être vivant pour que cette vie soit belle. La conscience de notre privilège doit engendrer un comportement. Une seule question chaque matin. Comment faire en sorte que cette journée qui débute soit belle ?» Effectivement, c'est une épineuse question. Comment faire en sorte que la journée qui débute soit belle? Parce qu'il y a aussi notre attitude qui va dépendre de cette journée. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette journée pour qu'elle soit belle? Qu'est-ce que nous allons faire pour qu'elle soit belle nous-mêmes? Et en quoi est-ce que, à la fin de la journée, on a dit « Ah, on a vécu une belle journée ». Ça, c'est un travail personnel, ça ne dépendra pas des autres, ça ne dépendra ni d'Adam ni d'Ève, ça va dépendre seulement de vous-même. Donc, en même temps, nous sommes lundi, donc c'est pour souhaiter un très bon lundi à tout le monde. Vivement une belle journée de lundi pour tout le monde, une excellente semaine également pour tout le monde, tout en ayant une pensée pour les VDP et les forces de défense et de sécurité qui sont au front, mais aussi à toutes ces personnes, hommes et dames, qui sont dans le domaine de l'humanitaire pour assister les personnes déplacées internes à qui j'adresse une pensée spéciale. Et que par les efforts conjugués des uns et des autres, nous puissions recouvrer la paix et que ces personnes déplacées internes puissent retourner chez elles en toute quiétude. Excellent lundi et merveilleuse semaine à tout le monde. Juge Joël Souré, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation? Alors, président, ce qui retient mon attention, c'est sur la sécurité des enfants. On a remarqué avec moi que ces temps-ci, il y a quand même des annonces qui prouvent qu'il y a des enfants qui disparaissent comme ça. Et samedi dernier, on a retrouvé des crânes dans un caniveau dans la périphérie de la ville de Ouagadougou. C'est interpeller encore les uns et les autres à être un peu vigilants avec les enfants. Voilà. C'est-à-dire donner des conseils à des enfants pour à ne pas répondre à l'appel de n'importe qui, veiller aussi à leur sécurité quand l'enfant sort, savoir où est-ce que l'enfant va. Quand on pense un peu au drame qui est survenu à Dayongo la dernière fois, voilà, on doit notre compassion à l'endroit de la famille, mais surtout demander à tout un chacun de veiller sur les tout-petits pour leur protection. Voilà. Merci à vous, messieurs les juges, pour ces avant-propos. Les transitions face aux délais légaux, état des lieux et perspectives. Voici le sujet retenu pour cette première audience du tribunal de l'actualité avec à la barre Siaka Koulibaly, conseiller spécial à la primature. Avant d'aller au fond du sujet, bien messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des éventuelles questions de généralité. Juge Benna Bougma. Non, moi j'ai pas. Par rapport à ce sujet, j'ai pas de question de généralité. Juge Souré. Sans objet. Question de généralité à mon niveau. La dernière fois que nous vous avons reçu, c'était pour parler des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Les 2 semaines se sont écoulées. En termes de bilan, qu'est-ce que l'on retient de ces journées-là? Disons que c'était la première expérience des journées d'engagement patriotique. Le principal bilan qu'il faut retirer, c'est l'initiative, le lancement, l'instauration donc de cette institution des journées d'engagement patriotique qui a été placée au niveau du chef de l'État lui-même, ce qui en donne toute la profondeur. Et je pense que
le message qu'il a voulu porter à l'endroit de ses concitoyens a été très bien perçu. Et par-ci, par-là, on a vu poindre des initiatives par des groupes qui ont répondu à leur manière. Une fois que les explications ont été données, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une initiative qui va s'améliorer en allant. Cette fois-ci, le 26 mars, c'était une date assez proche du décret qui avait adopté donc les journées. Le 2 octobre sera encore plus marqué, étant donné qu'à ce moment, d'ailleurs, il y a d'autres activités qui étaient prévues habituellement, comme la citoyenneté ou le consommé local, qui pourraient nourrir donc cette journée, en plus des autres activités que les départements ministériels ou les autres acteurs, les acteurs privés, culturels, sociaux ou les entreprises pourraient se préparer à organiser pour la deuxième édition des journées d'engagement patriotique. Alors, juge Bernard Boukma, nous parlons des transitions face aux délais légaux, l'état de lieu et les perspectives. Vous pouvez aller pour le fond. D'accord, ok. Effectivement, on est en transition. Chaque transition a son calendrier. Et maintenant, tout est calé avec les forces vives. Effectivement, délais légaux, état des lieux, perspectives et tout. Le Burkina est en pleine transition et une date butoir qui avait été donnée. Il y a un calendrier électoral normalement qui devait être déroulé. Pour le moment, on n'est pas à ce niveau. Au niveau du Burkina Faso, alors si je peux me permettre une question, c'est comment est-ce qu'on fait dans cette situation? Parce que jusqu'à présent, on n'en parle pas. Merci. Je voudrais d'abord clarifier certains aspects, à savoir que certaines questions, même si ce sont des questions qui relèvent de l'ensemble des citoyens ou de tout le monde, de monsieur tout le monde, ont en réalité des dimensions techniques très profondes. Mais on a l'impression que tout le monde peut apprécier et surtout donner des solutions. Alors que c'est les questions d'organisation de l'État, du fonctionnement de l'État qui relèvent du droit constitutionnel, du droit administratif, c'est des questions d'études, exactement comme la médecine ou autre. Mais on a l'impression que, comme ce sont des questions de démocratie, des questions de citoyenneté, les gens donnent leur opinion un peu au pif et ils voudraient que ce soit une loi. Mais il y a des règles qui régissent toutes ces questions-là. Et même au niveau des gouvernants, ils sont dans l'obligation de se mettre au niveau des règles qui régissent le fonctionnement de l'État. Autrement dit, ils sont condamnés à avancer au coup, par réaction. Une situation naît, on prend une décision, une autre situation arrive, sans une cohérence générale. Parce qu'il y a toute une ingénierie en ce qui concerne l'État. Donc, c'est un appel que je lance à la fois aux citoyens et aux autorités également, d'essayer de se mettre au niveau des normes qui régissent l'État, son fonctionnement, ses déterminants, etc., de sorte à éviter justement la plupart des questions ou des débats qui surgissent. En ce qui concerne le délai, bon, ce qu'il faut dire là-dessus, tout de suite, c'est que c'est d'abord une question juridique et une question politique. Ce n'est pas une question morale. La plupart du temps, les gens vous diront oui, ils ont pris un engagement, le délai arrive, il faut forcément le respecter, etc. Ça relève donc de la morale. Mais cette question est régie par le droit. Il y a un texte qui a instauré ces délais, et ce texte-là, il est susceptible d'être modifié. D'ailleurs, ce texte même l'a prévu. Ensuite, il y a la question politique qui porte sur l'opportunité de respecter le délai ou de ne pas le respecter. Mais là encore, ce sont les acteurs en présence qui vont déterminer. Donc pour le moment, nous sommes encore à quelques encablures du délai de fin de la transition telle qu'est prévue par la charte. Tout au plus 3 mois. Oui, la charte de la transition du 14 octobre 2022. Mais je vous dis qu'il y a déjà des actions qui sont en cours, qui vont arriver, qui vont résoudre cette question très bientôt.
D'accord, ok. Vous dites que c'est comme si monsieur tout le monde, effectivement, pouvait en parler, en faire une loi, ça, on l'a bien compris. Mais maintenant, pour qu'on en arrive là, il y a eu quand même des assises où des gens ont été associés. Est-ce que dans ces conditions, dès lors que ça n'a pas été décrété par le fait du prince, mais ça a été un consensus, il y a une charte qui a été écrite, la date est dégagée par consensus avec l'ensemble des acteurs, est-ce qu'ils ne sont pas en droit de revenir effectivement en parler dès lors qu'ils se sont entendus sur un minimum? Voilà. C'est une préoccupation importante, elle est d'ordre politique. À savoir qu'il y a une base politique qui a octroyé le délai, qui a octroyé l'ensemble des règles qui régissent donc la transition. Il serait donc légal ou en tout cas logique de s'en référer à la même base pour pouvoir toucher quelle que soit l'option de revenir à la même base. C'est une idée qui court. Et je pense qu'on est très, très probablement en train d'aller dans ce sens-là. Autrement dit, là où nous nous trouvons, la charte de la transition qui régit aujourd'hui le fonctionnement de l'État prévoit que pour la modification de la charte, c'est l'ALT qui est compétente sur initiative du président de la transition et d'un tiers des membres de l'ALT. Ces deux groupes peuvent initier une modification de la charte à leur guise. Et ça, ce sont les assises qui l'ont décidé. Alors, quand vous parlez des assises qui ont décidé du délai, c'est vrai, mais c'est en même temps ces assises-là qui ont également prévu que pour les besoins de la cause, on puisse passer par l'ALT pour modifier, y compris sur la question du délai. Donc, autant les assises sont compétentes pour adopter la charte ou désigner le président, comme cela avait été le cas, autant elles sont compétentes également pour attribuer à un des organes de la transition le pouvoir donc de modifier la charte. Oui, je suis d'accord avec vous. Là, on est. Mais à vous entendre parler, premièrement, quand vous répondez à ma question, c'est comme si, effectivement, compte tenu du fait qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour des entités, les autres n'ont plus le droit d'en parler. Puisque vous dites que c'est d'abord une question politique, c'est une question technique, mais ça n'a rien à voir avec la morale. Bon. Si je vous ai bien compris. Non, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de consulter d'autres acteurs. Mais sur le plan purement juridique, il n'est pas indispensable de consulter les assises. Parce que les assises ont dit que pour modifier, article 19 et article 20 de la charte, c'est le chef de la transition et un tiers des députés qui ont l'initiative de la modification. Et la modification s'est faite par un vote des 2 tiers des membres de l'ALT. Voilà les dispositions qui sont prévues. Et ça, c'est les assises qui l'ont décidé. Bon, je ne vois pas pourquoi il faudrait dire, parce que ce sont les assises qui l'ont décidé. C'est comme quand vous faites une procuration à quelqu'un, cette personne-là, pour l'objet de la procuration, reste compétente tant que vous n'avez pas retiré cette procuration-là. Donc, c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut tenir compte de la dimension technique, de la dimension purement juridique. C'est pour ça qu'il y a souvent des débats. Les juristes adoptent des attitudes ou des positions. On peut même aller devant les tribunaux, peut-être devant le Conseil d'État, qui va donner un avis technique, qui ne va pas tenir compte des considérations politiques, oui, la charte a dit, ou les assises. Le juge ne va pas tenir compte de ça. Donc, il faut aussi tenir compte de cette dimension purement juridique, mais en se disant que pour la stabilité, pour la paix et pour l'agir ensemble, notamment on a parlé de l'engagement patriotique, il serait peut-être bon, judicieux, de reconsulter les forces vives pour qu'on ait encore un nouveau pacte sur la prolongation. On estime que c'est une question assez importante. On peut en décider ainsi. Et je pense que le gouvernement est en train d'aller dans ce sens. Comme je vous l'ai dit, vous aurez les actes bientôt qui vont vous démontrer cela. C'est tout de même satisfaisant de savoir qu'on est sur les traces. Mais il y a le scénario malien qui est dans beaucoup de têtes en ce moment, où on sait que le délai de la transition, le délai juridiquement, c'était jusqu'au 26 mars. On a passé ce cap, il n'y a pas eu de communication et on a vu les contestations qui s'en ont suivi ici à Kakoulbeli. Oui. Le gouvernement malien n'a peut-être pas considéré que le délai de la transition était une question qu'il fallait encore remettre sur le tapis des débats politiques.
je vous rappelle que ces questions de délai ont une dimension internationale essentiellement. C'est dans les relations internationales que ces impositions ont eu lieu. Je vous rappelle peut-être, pour ceux qui n'ont pas un certain âge, que les régimes d'exception qui ont eu lieu dans le passé, notamment dans les années 80, il n'y avait pas de délai. Quand les coups d'État arrivaient, les pouvoirs étaient pris par un groupe de militaires, ils dissolvaient la Constitution, ils dissolvaient toutes les institutions républicaines et ils dirigeaient le pays par ordonnance. Et c'est ce à quoi on a assisté jusqu'en 2008, où la communauté internationale a estimé que cette façon de faire mettait en péril les droits humains notamment, où, à l'absence de constitution, en l'absence d'autres textes, les citoyens n'ont pas une base pour réclamer leurs droits. Donc ils ont exigé, c'était avec la Guinée de Dadis Camara, ils ont exigé que, il y ait d'abord le rétablissement de la Constitution et qu'il y ait également d'autres questions de délai, etc. Et après la Guinée, il y a eu le Mali avec le commandant Aya Sanogo, qui a été également obligé de remettre d'abord le pouvoir, de remettre la Constitution en place, etc. etc. Et cela s'est poursuivi par le Burkina Faso en 2015, où on était parti également pour un régime d'exception pure, mais la communauté internationale avait exigé de revenir. Donc, jusqu'en 2022, en passant par le Mali, on s'est retrouvé avec cette situation où, lorsqu'un régime militaire accédait au pouvoir, la communauté internationale montait au créneau et l'obligeait à notamment remettre la Constitution en place. Et c'est ce qui s'était passé au Burkina Faso, d'abord en janvier 2022, puis en septembre. Mais vous allez remarquer que cela pose également beaucoup de sortes de problèmes. Des problèmes juridiques d'abord, parce que comme ce sont des régimes qui viennent en dehors des formes constitutionnelles, ce ne sont pas des élections qui ont mis au pouvoir les présidents, ça pose un problème par rapport aux normes constitutionnelles. Donc on est obligé de mettre en place des chartes qui complètent la Constitution dans les parties où on doit désigner les institutions. Le chef de l'État, le gouvernement et notamment un organe législatif. Donc les chartes ont été prévues pour ça. Vous allez noter l'évolution qui est arrivée avec le Niger en 2023 là, justement, où le Niger nous a ramené à l'ancien modèle des coups d'État. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'assemblée législative. Il n'y a pas eu de rétablissement de la Constitution, pas d'organe législatif, aucun autre n'existe. C'est le chef de l'État avec son organe, le CNSP, qui dirige le pays. Alors, en ce moment, étant donné que nous sommes aujourd'hui dans l'AES, il est fort possible que pour pouvoir évoluer et procéder aux réformes de profondeur, qu'on ait une forme où on va peut-être se libérer un peu de certaines contraintes qui nous sont imposées par cette communauté internationale, par le truchement de l'aide internationale au développement, et puis voir dans quelle perspective on va évoluer dorénavant. C'est peut-être pour cette raison que le gouvernement malien n'avait pas trouvé nécessaire de considérer cette question du délai de la transition comme une question prioritaire. Je ne suis pas à leur place pour répondre, mais j'essaie de comprendre comment cela a pu arriver. Et quand on regarde le scénario malien, ce qui se passe au Burkina, est-ce qu'on ne donne pas un peu raison à ces pessimistes qui, lorsqu'il était question de quitter la CEDEAO, disaient que c'était parce que ces pays-là ne veulent pas se sentir liés aux contraintes de délai? Entre autres raisons. Mais il n'y a pas à le cacher. Les questions qu'il y avait en contradiction avec la CEDEAO, c'était d'abord les élections pour amener des civils au pouvoir, et ça pose des grandes questions de viabilité et de stabilité des pays. Des pays qui sont en but avec le modèle démocratique libéral. Si on prend le cas du Burkina Faso, regardez le nombre de coups d'État, le nombre de régimes d'exception que nous avons eus. Cela démontre très clairement que ce modèle de démocratie libérale pose un problème avec cette société-là. Mais il faut y réfléchir. Moi, je ne dis pas le modèle qui est le meilleur, parce que c'est au Burkinabé d'en décider. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le modèle là pose problème. Et quand on vous ramène toujours à cela, il faut faire les élections, il faut mettre les civils au pouvoir, à un certain moment, ça pose un problème.
Parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Et on est revenu encore au point de départ avec des militaires qui font irruption dans la vie politique du pays. C'est pour cela que pour moi, il faut réfléchir à quelle solution on peut trouver pour pouvoir avoir la stabilité politique à longue durée. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le retrait de la CEDEAO a eu lieu. Même si ce n'est pas la principale, c'est une des raisons. Effectivement, pour éviter de se faire continuellement rappeler ces questions de délai, ces questions de remettre les civils au pouvoir, alors que cela pose quand même problème jusqu'à présent. Toute transition a nécessairement une fin. La transition a forcément une fin. Maintenant, quelle forme de fin on va trouver, on le verra ensemble. On va juste rappeler aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio ATFM que Siaka Koulibaly, conseiller spécial à la primature, est notre convoqué à la barre du tribunal. La parole au juge Joël Sori. Alors, Siaka Koulibaly, à vous entendre, est-ce que vous insinuez que ce sont les civils qui posent le problème? Est-ce qu'il faut forcément des militaires à la tête pour trouver des solutions aux problèmes qui minent nos trois États? Vous me posez la question, mais je suis certain que vous-même vous posez la question. Quand on regarde le parcours politique historique du Burkina Faso, on a toutes les expériences. On a, c'est vrai, beaucoup de militaires qui ont été au pouvoir, mais les deux expériences de purs civils qui ont dirigé l'État, il y en a 3, ils ont tous été victimes de coups d'État. Maurice Yamego, 3 janvier 1966, Michel Kafando en 2015 et Roch Kaboré. Bon, comment se fait-il que à chaque fois qu'on tente de civiliser le pouvoir, ça se termine de cette façon-là? Donc il y a un questionnement. Moi je ne vous dis pas que la situation est telle ou telle, mais il y a forcément un questionnement à faire. Je ne dis pas non plus que le modèle militaire pur, il est le meilleur, parce qu'il y a aussi des limites à ça, mais la réalité est là. Donc nous avons le pays qui a le plus grand nombre de coups d'État en Afrique, le Burkina Faso. Et à côté de nous, les deux autres ne sont pas mal logés en termes de nombre de coups d'État. Donc il y a une question pour moi de réflexion profonde pour trouver le meilleur couplage qu'il faut avoir au sommet de l'État afin peut-être d'éviter les dérives entre un régime libéral pur dirigé par les civils et un régime militaire pur également, comme le Niger là. Il faut réfléchir encore. Juge Bernard Bougman. Bon, vous dites qu'on a l'impression que c'est le modèle démocratique qui ne marche pas. Est-ce que ce n'est pas des hommes qui ont des problèmes avec le modèle plutôt que le modèle lui-même qui ne marche pas? Oui, mais un modèle s'applique aux hommes. Oui, mais ailleurs ça marche. C'est-à-dire qu'il faut trouver un modèle qui corresponde aux humains qui vivent sur ces territoires-là. Si ailleurs ça fonctionne, ben, il faut savoir pourquoi. Et si ici ça ne fonctionne pas, il faut également se demander pourquoi au Burkina Faso, aucune crise politique n'est née et s'est terminée par des négociations. Il n'y en a pas eu. Toutes les crises politiques sont terminées par des clashs, par des chocs et des prises de pouvoir violentes. Donc c'est des questions à poser. Vous n'allez pas dire non plus que le Burkinabé tel qu'il est, il est strictement égal au Sénégalais. Non. C'est assurément des sociétés différentes, des cultures différentes. Donc il faut voir pourquoi le modèle fonctionne quelque part et d'autre part il ne marche pas. Alors même les militaires, même quand c'est un régime militaire, il est terminé par un coup d'État au Burkina. Cela arrive, oui. Voilà, c'est pas que cela arrive. La Mizana, Césaire Bob, Jean-Baptiste Ouedraogo, Sankara, Blaise, insurrection, Sandaogo. Bon, voilà. Donc, même là, maintenant, quand vous dites modèle, en tant qu'analyste politique, quel pourrait être ce modèle-là qu'on pourrait envisager pour éviter les fins parfois tragiques? Parfois, il y a des coups d'État où le concerné s'en sort vivant, mais il y a aussi des moments tragiques. Oui. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'analyste politique? Vous pensez quel modèle le Burkina peut construire? Justement, la principale limite du parcours politique du Burkina Faso, de mon observation, c'est qu'il y a des prérequis qui n'ont pas été réglés. Nous avons hérité d'un État par la colonisation, créé par une puissance coloniale qui l'avait créé à des fins précises et qui à un moment donné a été obligé de céder les rênes du pouvoir à des nationaux. Et puis nous on a pris l'héritage sans poser des prérequis, à savoir
étudier le socle social et culturel sur lequel l'État devait se poser. Il y a des travaux, il y a des études qui auraient dû être menées pour se dire un État multiculturel, multisocial, où il y a plus de 60 ethnies. Quels sont les termes génériques qui correspondent ou qui peuvent traverser l'ensemble de ces groupes sociaux et culturels? On n'a jamais fait ce travail. Quelles sont les valeurs qui peuvent correspondre à la fois à la grande majorité des groupes que nous avons, qui peut aller du Mossi au Peul, en passant par les groupes de l'Ouest, ceux de l'Est, etc., etc. Il y a les travaux à faire. Donc pour moi, je ne donne pas le modèle idéal, mais je dis qu'il y a des minimums qui doivent être respectés. Le premier minimum, c'est ce que nous savons essayer de concevoir à travers la refondation, à savoir étudier le socle social et culturel, quelles sont les valeurs qui sont partagées, parce qu'il y a des choses qui sont valables chez le groupe Moussi, notamment la question de la direction du groupe par un chef qui est désigné par certaines modalités et qui vit jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, vous avez d'autres groupes qui n'ont pas cette forme d'organisation politique, notamment les groupes du Sud-Ouest, ceux de l'Ouest, qui ont une autre forme de s'organiser. Alors, il faut savoir, pour que l'État moderne puisse tenir sur ces groupes disparates, quelles sont les valeurs uniformes ou en tout cas consensuelles qu'il faut avoir. Donc on va les questionner. On prend une valeur donnée, organisation politique de la société, quelle formule il faut. Et on interrogera les gens. Ce qui va se dégager comme le modèle principal, c'est certainement ce modèle-là qui va assurer la stabilité durable. Parce que les gens auront décidé que c'est ce modèle-là. Mais si on ne le fait pas, et qu'on vient avec des modèles qui viennent d'ailleurs, vous savez que la démocratie, il y a des ouvrages là-dessus, vous pouvez les consulter. Démocratie, histoire d'une société. Ça veut dire que c'est l'Occident qui a formé son modèle de démocratie qu'on nous a donné comme ça, à travers des textes que nous avons copiés. Et notre constitution, c'est une reproduction de la constitution de 1958 en France, qui a été conçue pour le général de Gaulle, strictement pour le général de Gaulle. Mais est-ce que ces modèles-là fonctionnent ici? C'est des questions à voir. Donc voilà un certain nombre de questionnements. Et puis, moi quand je fais l'observation de la vie politique pendant au moins les 30 ans passés, ce qu'on constate, c'est qu'on a eu une vie politique, je dirais, superficielle. Et vous avez un petit groupe de gens qui animent les institutions, qui animent donc les périodes politiques comme les élections. Et puis vous avez la grande masse qui est totalement détachée de ces questions-là. Vous pouvez observer les taux de participation aux élections depuis 1991 jusqu'à 2010, Blaise Compaoré. Ce sont des taux de participation totalement insignifiants. Et on a eu, par exemple, en 2020, on avait une population électorale autour de 8 millions de personnes. Les inscrits, on avait autour de 3 600 000. Et vous avez vu avec combien le président a été élu? 1 300 000. Pour une population de 20 millions qui progresse, lui il est élu avec 1 300 000. Automatiquement il a l'instabilité. Et c'est ce qui est arrivé depuis 2010 avec Blaise Compaoré. Il a été élu en novembre et en mars il avait les mutineries générales. C'est pour dire qu'il y a un problème d'ancrage du pouvoir politique dans la société. Et ça, il faut trouver des mécanismes pour faire en sorte que la population, le peuple politique, soit l'originaire du pouvoir. Et ça, il y a des réflexions qu'il faut mener. Justement, je ne voudrais pas écraser la réflexion de mes concitoyens burkinabés avec ça. Quand on va créer les cadres, la refondation, les consultations, les assises, on va tous poser les modèles, quelques propositions de modèles. Et puis, bon, les forces vives vont discuter. Et puis, on verra bien à l'issue de ces discussions ce qui va en sortir. Alors, Siaka Coulibaly, pour imaginer un peu, lorsque l'on regarde nos pays que je vais considérer comme étant le malade, est-ce que ce n'est pas l'application de la prescription même du médecin qui cause problème? Je le dis parce que quand on regarde, est-ce qu'il n'y a pas un procès d'intention qui est fait à la démocratie? Parce qu'il y a des pays qui s'en sortent.
On a l'exemple récent du Sénégal. Comme je vous l'ai dit, la démocratie est un modèle politique adapté à une société. Et certaines sociétés arrivent à s'en sortir avec ce modèle. Il faut se demander quels sont les ressorts sociaux et culturels de la société sénégalaise qui permettent cette forme de démocratie. Alors dites-le nous. Non. Moi, je ne vais pas... C'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas envie de sortir les éléments qui vont peut-être plomber le débat ou autre. Ce que je veux dire seulement, c'est que dans chaque société, il y a des valeurs. Et ces valeurs-là, ce ne sont pas les modèles imposés qui les portent. Ce qui fait qu'au Sénégal, on arrive à faire la démocratie. Vous le trouverez dans les langues locales. Vous le trouverez dans les échanges entre les citoyens. Mais Macky Sall, pourquoi est-ce qu'il a essayé d'écarter son coup coûte que coûte du pouvoir? Parce qu'il savait déjà que le peuple avait déjà pris son option. Et depuis au moins plus d'un an. Donc lui, il sait que le changement et la rupture étaient souhaités par la population, essentiellement parce que cette population, comme vous le savez, même chez nous, c'est le même phénomène. C'est une population à 77 ou 80% autour de 35 ans. Et ces jeunes-là n'ont pas les mêmes manières de réfléchir que ceux de ma génération ou plus. Donc, à partir du moment où vous avez une population donnée qui a des tendances profondes, des tendances lourdes, forcément vous avez un vécu démocratique. Ce qu'il faut dire pour le cas du Sénégal, c'est peut-être la posture de l'armée qui a toujours refusé de s'impliquer dans les questions politiques. Est-ce qu'il est temps pour notre armée d'avoir une telle posture républicaine? C'est pour ça que je vous dis que les pays ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que les militaires sont obligés d'intervenir dans les questions politiques, c'est essentiellement, à mon avis, un échec de la classe sociale et politique. Parce que nous n'avons pas de mécanismes pour résoudre les crises. Et quand la crise naît, elle grandit, elle commence à pourrir dans la société, il n'y a pas de mécanisme pour le régler. Souvent, vous avez vu les gens aller en masse chez le Moro Naba. Ben, qu'est-ce que vous voulez que le Moro Naba vous dise? Il dit toujours, allez-y vous entendre, sauvegardez la paix, ne vous faites pas. C'est ce qu'il lui dit. Ben, la crise politique qui est posée, généralement, il n'a pas les moyens techniques d'y résoudre. Ou bien, il ne veut pas quitter sa posture traditionnaliste pour s'impliquer dans des questions sur lesquelles il serait un peu en dehors de sa sphère. Donc, tout ça, c'est des manques de mécanismes en réalité. C'est pour ça que je vous dis, il faut que nous réfléchissions aux mécanismes qui nous permettent de circonvenir les crises qui viendront. De sorte que les militaires ne sont pas obligés de venir. Vous avez vu que depuis 2016, nous sommes rentrés dans le cycle du terrorisme. On avait un régime civil. Vous avez vu le bilan du régime civil avec le terrorisme. Les militaires qui étaient au front, qui souffraient donc de la mauvaise organisation de l'armée et de la défense, ont été obligés d'intervenir pour pouvoir prendre eux-mêmes les rênes de la décision afin de réorganiser l'armée. Et c'est ce qui s'est passé à partir de septembre 2022. Donc, ça c'est des faits, c'est factuel. On est obligé d'y concéder. Pour le futur, si nous voulons changer et nous voulons un futur plus stable, plus apaisé, il nous faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour le Burkina Faso pour qu'à chaque fois qu'une crise va naître, on puisse y trouver une réponse avant qu'elle ne dégénère en crise politique majeure. Juge Joël Soré. Alors, vous avez parlé des régimes d'exception, entre guillemets, des militaires au pouvoir qui viennent pour lutter contre ces crises-là, notamment le terrorisme. C'est vrai, les militaires font un très bon boulot dans ce cadre-là, mais il y a aussi l'aspect développement. Est-ce qu'avec ces militaires au pouvoir, on pourra propulser quand même le développement du pays? Là, il y a le côté humanitaire, le secteur privé qui est là, tout ça. Oui, très bonne question, merci. C'est comme je vous ai dit tantôt, il faut qu'on arrive à trouver le meilleur couplage. On a peut-être besoin d'une personnalité politique forte pour l'autorité et la décision au sommet de l'État. Et il faut trouver le meilleur couplage pour que les autres dimensions qui ne sont pas des dimensions sécuritaires fonctionnent également. Dans notre cas, on a vu,
La sécurité, c'est le secteur qui marche le plus, c'est vrai. Mais il y a des dimensions quand même qui sont quelque peu en retard. Il y a les réformes, d'une part, et il y a le développement économique et social, la relance économique par exemple. Donc ce sont des questions qui sont posées. J'espère que les assises qui vont venir vont couvrir l'ensemble des questions, prolonger peut-être la transition ou trouver une formule de fin de transition, mais en même temps, trouver aussi quel mécanisme on peut mettre en place pour que, en même temps que la sécurité se fait, on puisse également... Parce que toutes les questions sont liées. S'il n'y a pas de développement, il n'y aura pas de sécurité. Parce que, je vous le dis tout net ici, le terrorisme n'est que la dernière formule, le dernier stade du dysfonctionnement de l'État. En termes donc de couverture du territoire par les services de sécurité, vous avez eu pendant longtemps ce qu'on appelle en sécurité les zones grises, c'est-à-dire des larges espaces où l'autorité de l'État a du mal à s'appliquer et où ça donne des activités de grande criminalité. Trafic de drogue, trafic des êtres humains, et notamment la partie septentrionale de notre pays. Il y a des migrants clandestins, il y a des trafics de cigarettes, de drogue qui se déroulent dans ces coins-là. Mais même bien avant les années où nous sommes. C'est pour dire que c'est la faiblesse de l'État, l'incapacité de l'État à assumer ses missions essentielles. J'ai parlé donc des zones grises pour la sécurité, mais vous avez aussi la grande question de la protection sociale, la pauvreté. Nous sommes une pauvreté qui a 49% de pauvres, vivant avec moins de $100 par jour. Enfin, il y a des parents, je crois. Donc, une fois que vous avez la pauvreté chronique et que vous avez l'insécurité, les spécialistes vous disent que vous avez automatiquement l'instabilité politique. Automatiquement. Des jeunes qui ne travaillent pas, qui sont obligés de s'adonner à des activités illégales, forcément ça débouche également, parce qu'il y en a qui vont essayer d'explorer. Et vous avez vu que les terroristes n'ont pas eu du mal à recruter, y compris parmi des gens qui travaillaient déjà, mais dont le niveau de revenus n'était pas suffisant pour assurer un avenir serein. Oui, juge Bougma. Oui, qu'on ait un modèle occidental, je suis d'accord. Mais ce modèle occidental est venu trouver des formes d'organisation démocratique chez nous. Dans le Mandé, au XIIIe siècle déjà, on avait la charte de Kouroukan-Fougan, qui n'a rien à voir avec celle déclarée en 1948 devant les Nations Unies. Au Burkina Faso, au niveau du centre, la société Mouara avait une forme d'organisation démocratique à partir, effectivement, quand on regarde l'organisation. Donc, qu'on n'ait pas pu faire, effectivement, un couplage au niveau africain, de façon générale, au contact de l'Occident, est un fait. Au niveau du Burkina, effectivement, notre constitution s'inspire de celle qui avait été taillée pour De Gaulle. Donc, il met le président à part, qui à un moment donné peut trancher comme il peut, et puis la vie continue. Donc ça, effectivement, on n'a pas pu intégrer, comme on appelle ça, des réaménagements. Mais ce n'est pas que des gens n'ont pas fait des propositions. Il y en a qui sont allés jusqu'à proposer un régime parlementaire. Il y en a qui ont proposé qu'on aille au suffrage universel indirect pour le choix du président de la République, parmi lesquels Laurent Gbagbo, qui avait dit, on ne peut pas permettre à tout le monde d'élire le chef de l'État, mais dans les grandes démocraties, on permet qu'on aille au suffrage universel indirect. Et beaucoup de pays l'expérimentent et ça marche. Alors, dans notre contexte, c'est pourquoi je vous dis, en tant qu'analyste politique, dans notre contexte, avec le coup d'État à répétition et avec les différentes formes d'organisation qui existent, quelle peut être la meilleure formule que nous pouvons développer ici? Mais je me rends compte que vous refusez d'aller au fond du sujet, sous prétexte que vous ne voulez pas imposer votre point de vue, comme on appelle ça, au Burkinabé. Mais je me dis, si la formule de l'élection en masse ne marche pas, quelle peut être une des formules qui est démocratique également? Parce que le suffrage universel indirect, les démocratiques, les États-Unis y sont, l'Afrique du Sud y est, et plusieurs autres pays à l'échelle du monde. Même, comme on appelle, le Maroc est dirigé par un roi. Maintenant, il y a aussi, comme on appelle ça, la forme parlementaire. Nous, aujourd'hui, on ne sait même pas si on est dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel, parlant quand on finit les élections. Donc, la question parmi ces différentes organisations, et avec le recul de l'analyse politique, qu'est-ce qui semble nous convenir au mieux? Parce que c'est l'électoralisme
je fais partie d'ailleurs de ceux qui disent qu'elle ne marche pas. Parce que quand on regarde les statistiques, vraiment, il faut revoir la formule. Oui. Elle ne marche pas. J'ajoute quelques éléments. Ce n'est pas seulement la question du président du pays qui pose problème. Vous avez même au niveau local, et cette instabilité qu'on a eue au moment de l'élection des maires, où il y a des ententes politiques, et puis après les élections des conseillers, il y a aussi du rififi pour désigner le maire. Donc c'est pour dire que le modèle qu'on avait appliqué jusqu'à présent, il pose problème. Ensuite, je reviens sur les éléments que vous avez rappelés, à savoir notre propre histoire africaine, l'empire du Mandé, l'empire Mouara, où il y a effectivement des mécanismes qui ont été appliqués et qui ont duré. Avant que les Occidentaux n'arrivent par la violence, l'esclavage et la colonisation, ces empires-là ont vécu et ont fonctionné. C'est vrai que ce sont des empires qui se sont succédés, mais en tout cas, socialement, ces empires ont existé. C'est pour ça que je vous ai parlé tantôt de tenir compte de ces questions-là au moment des assises ou de la refondation, où on va ressortir les différents modèles qui ont existé. Vous rappelez la charte de Kourougan-Fougan. Je vous rappelle, en tant que tributaire donc, du groupe Bamana, que la charte de Kourougan-Fougan est la plus célèbre, mais le peuple mandé avait d'autres chartes avant Kourougan-Fougan. Avant Kourougan-Fougan, pour aller à la bataille de Kirina, il y a eu la carte de Kangala. Avant celle-ci, il y avait la charte du Massina, etc., etc. Donc c'est un peuple qui avait l'habitude de pacter. Donc cette habitude de pacter, par exemple, pourquoi on ne pourrait pas l'explorer pour trouver dedans des mécanismes sur lesquels on pourrait fonctionner? Par exemple, il n'y a pas au Burkina Faso une sorte de forum général des sociétés qui pourrait exister avec nos traditions et nos cultures, avec l'État moderne, pour interroger toutes ces questions-là. Et à l'issue, moi j'ai réfléchi plus en termes de mécanismes que de modèles imposés en fait. Si on a des mécanismes qui fonctionnent, on aura toutes sortes de solutions qui vont sortir de ces mécanismes-là. Je dis ça parce que si vous prenez le cas de l'Angleterre, l'Angleterre n'a pas une constitution écrite. Il n'y a pas un document qu'on appelle constitution de l'Angleterre. Mais il y a un ensemble de règles politiques qui existent. On dit par exemple, le premier mercredi du mois d'avril, la Chambre des Lords se réunit pour décider de ceci ou cela. Le grand échiquier décide, etc., etc. Tel jour de l'année, la reine d'Angleterre convoque le Premier ministre pour entendre sur la politique à diriger dans le pays. Vous voyez, ce sont des mécanismes en réalité. Au lieu d'avoir un modèle imposé par un texte qui le dit, on peut avoir un texte, c'est pas que je suis contre les textes. Le problème des textes souvent, c'est cette rigidité et sa difficulté à modifier. Vous avez parlé de la question des délais tout de suite. Ah voilà, il y a un délai qui est écrit dans la charte, pourquoi est-ce qu'on discute encore, etc., etc. Pourtant, si on avait des mécanismes, à savoir des assises qui se réunissent annuellement et qui traitent un certain nombre de points de l'agenda, et chaque fois, on discute ensemble et on sort une solution. En ce moment, ça a l'avantage, même si ce n'est pas juste, d'être accepté. Puisque c'est nous-mêmes ensemble qui avons décidé de ça. S'il y a une erreur, on assume ensemble l'erreur. Plutôt que d'avoir un modèle que quelques-uns ont proposé par écrit, on trouve des mécanismes pour les adopter. Et puis après, on se rend compte que les gens ne suivent pas. Ils ne veulent pas de ça, mais comme ce n'est pas leur préoccupation principale, ils s'en détournent. Et puis ça finit par créer dans les crises. Donc je pense qu'il y a de la réflexion encore à faire. Oui, il y a le modèle, mais il y a aussi le mode d'accession au pouvoir. Nous avions consacré que c'est par des élections qu'on accède au pouvoir. Après, c'est par l'imposition des armes. Il y en a qui arrivent même à prêter serment. Alors, dans le modèle, il y a aussi le choix de comment est-ce qu'on accède au pouvoir et comment on dirige. Tout à fait. Oui, et moi, je veux vous entendre là-dessus. Moi, je pense que la question de l'accession au pouvoir est une des questions parmi les questions importantes. Au-delà du président du Faso, comment on va le désigner, il y a aussi peut-être l'organisation du gouvernement
l'organisation des collectivités. Parce que quand moi je regarde bien l'histoire du Burkina Faso, je me rends compte que l'un des éléments de la stabilité, ça va passer par la décentralisation. Une décentralisation politique, à savoir des grosses entités viables qui auront une vue démocratique et qui vont résoudre la plupart des grandes questions qui concernent donc les Burkinabés à l'échelon local, par exemple au niveau de la région, qu'on puisse élire le gouverneur par exemple, et qu'il y ait à côté du gouverneur une assemblée régionale. Cette assemblée va jouer le même rôle que l'Assemblée nationale au niveau national, mais on va faire un partage des responsabilités entre le local et le central, de sorte qu'on n'a pas besoin de venir avec certaines questions au niveau central, elles peuvent être résolues au niveau local, de sorte qu'à donner de l'air aux populations à la base. Oui. Et en ce moment, vous avez vu que le fait d'avoir un budget national qui est actionné au niveau central, ça pose beaucoup de problèmes de développement. Oui, je suis en partie d'accord avec vous parce qu'au niveau des collectivités, il y a comme une hiérarchie. Vous avez un président du conseil régional dans la même ville et vous avez également un gouverneur. On dit lui s'occupe de la déconcentration, l'autre s'occupe de la décentralisation. Même jusqu'au niveau commune, vous avez le maire, vous avez le préfet. Parfois, ils se marchent là-dessus, ils ne se saluent même pas. Sauf quand il y a des événements, chacun vient sourire à l'autre et puis repart. Parce qu'il y a un qui trouve que son pouvoir est diminué. On est dans ce conflit-là. Maintenant, il y a eu la relecture, d'ailleurs, de ces dispositions, de sorte à permettre que le maire soit élu au suffrage direct. C'est-à-dire qu'aux élections municipales, je sais qui, moi, j'élis comme maire. Oui. Moi, Bougouma, pour vous dire vrai, les municipales, je ne vote pas parce que mon vote final ne compte pas. Les autres présidentielles législatives, je vote parce que mon vote final compte. Si j'ai voté tel parti, je sais que c'est lui qui sera au pouvoir. Mais ici, vous votez un parti et après des conseillers, on peut prendre votre voix, aller vendre et se positionner. Et finalement, votre final ne compte pas. Donc, vous avez un maire que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous ne vouliez même pas qu'il soit votre maire, mais on vous l'impose par le système. Maintenant, la question était en train d'être réglée. Je pense que la réforme est terminée. Il reste peut-être à engager, adopter et tout. Est-ce que ça ne va pas contribuer à régler le problème? C'est l'une des solutions, effectivement. Moi, je suis sûr qu'on ne pourrait pas faire les réformes de cette fois-ci sans régler cette question-là. Et c'est l'une des questions également qui ramène à la question des régimes civils élus. Vous avez vu tout le mal que nous avons eu à imposer l'élection directe du maire. On a d'abord eu beaucoup de mal. On a lutté plusieurs années pour imposer le vote, les candidatures indépendantes au municipal. Pourtant, j'avais même dit que ça ne dérange pas du tout le système. Les gens ont eu l'impression que non, dès qu'on va instaurer les candidats indépendants, les partis n'auront plus. Vous avez vu que ça n'a pas été le cas. Vous vous rappelez de nos discussions à l'époque. Oui. Voilà. C'est pour dire qu'il faut encore pousser notre classe politique dans un certain sens. Et non pas le laisser seul décider de ce que lui il considère comme le politique. Ça, c'est l'une des questions de réforme qui doivent arriver. Au niveau, donc, comme je l'ai dit, de la démocratie locale, il va falloir réfléchir. Le modèle que vous décrivez, il est un peu simpliste. Ce n'est même pas le cas. Le gouverneur est le représentant du chef de l'État. Il ne gouverne pas les services déconcentrés. Parce qu'il n'a pas un espace pour les gérer. Puisque le gouverneur n'est pas un niveau de planification budgétaire. Il n'a pas de budget. Lui-même, il dépend du conseil régional et des maires pour fonctionner. Quand le gouverneur doit aller dans une collectivité, une commune, c'est le maire qui organise pour lui. Donc, c'est un modèle encore à arranger. Si on veut vraiment un gouverneur, c'est-à-dire un exécutif régional, il faut que cet exécutif-là soit ancré dans la population par le vote. Que les gens élisent leur gouverneur. Et à côté, on a une sorte d'assemblée qui est aussi régionale, qui va décider d'un certain nombre de questions et qui n'ont pas besoin de remonter pour construire une route de votre commune à la commune voisine. On n'a pas besoin de venir au ministère de l'Infrastructure. Ça peut se décider par les acteurs locaux eux-mêmes qui en ont besoin et qui sont plus prêts à s'impliquer, par exemple en donnant la main d'œuvre pour apporter des pierres, etc., pour faire cette voie-là. Donc, bon, je voulais dire qu'on ne voulait pas trop aller dans les détails,
Mais vous avez voulu, on est en train d'en discuter. Voilà les pistes dans lesquelles moi je pense qu'il faut... C'est pas que je veux, j'ai affaire à un analyste politique qui a contribué beaucoup pour ces questions de réforme. Pour la question des candidatures indépendantes, je sais quelle a été la contribution de M. Coulibaly. Pour les autres questions de réforme liées à la démocratie de proximité, parlant de la décentralisation, je sais quelle a été votre contribution. Et vous avoir aujourd'hui, sans en parler, c'est pas aussi juste. J'en conviens. Nous sommes pratiquement au thème de l'audience. Juge Joël Soré. Oui, rapidement, pour revenir un peu en arrière, vous avez parlé tantôt de refondation et même des assises pour parler de l'après-transition ou bien de l'après-délai de la charte. Alors, actuellement, pour les voix dites non consensuelles ou contradictoires, celles qui se sentent un peu brisées ou bien qui sont dans le silence, comment faire pour prendre en compte aussi les idées de ces personnes-là? Non, ce n'est pas du tout un problème. Vous avez vu que pour les assises qui ont décidé de la charte et de la désignation, toutes les parties étaient là. Quand on parle des forces vives, depuis 2015 jusqu'en 2022, on a toujours tenu compte de tous les acteurs. Jusqu'à présent. Avec le climat, est-ce que les gens ont toujours le courage Vous n'avez pas encore vu les assises nouvelles. On ne peut pas présager que certains acteurs ne seront pas convoqués. D'abord, il faut dire qu'il y a la convocation, en fait l'invitation à participer, mais il y a même, est-ce que ces gens vont venir? Parce qu'au Mali, on l'a vu. Le dialogue intermalien, il y a des partis qui ont refusé de venir. À la veille du dialogue, on a procédé à la suspension des activités, à ne pas oublier. Oui, c'est vrai les que activités le Burkina sont suspendues. Est dans ce cas depuis longtemps. C'est vrai que les activités sont suspendues, mais les contributions ne sont pas suspendues. Et c'est ce que j'ai dit quand on me rappelle cette question de suspension des partis politiques. Nous sommes à une période de reconception. On a une opportunité qui est ouverte. Quand on parle de transition, c'est justement le moment de faire les grandes réformes. Mais vous voyez qu'on ne voit jamais les propositions de ces partis-là. C'est le moment. Qu'est-ce qui prouve qu'une proposition sérieuse, bien réfléchie, bien mûrie, avec tous les détails posés, ne va pas convaincre le peuple que nos partis-là, ils ne sont pas aussi des clientélistes seulement, ils peuvent aussi apporter quelque chose. Ces partis, pour procéder à ces solutions, ont besoin de se réunir tout de même, de se rencontrer. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille aux élections, mettre quelques civils au pouvoir, et qu'eux maintenant décident de ce qu'ils vont faire. Là, c'est un chèque en blanc qu'ils demandent au peuple. Et là, c'est un peu difficile. On a eu le cas avec... Je termine rapidement. En 2015, vous vous rappelez, nous, on était favorable à ce qu'il y ait une élection constitutionnelle pour avoir une nouvelle constitution et avec les autres élections. Les partis ont manigancé en bas pour éviter qu'il y ait un vote de la constitution et qu'après, ils vont le faire. Vous avez vu l'expérience que ça a donné. On n'a pas pu faire la constitution. Par contre, la transition était le meilleur moment de le faire. Oui, mais parlant de ces réformes, récemment encore, il a été demandé aux partis politiques d'apporter des contributions en lien avec les réformes qui étaient envisagées pour le code électoral. La réponse a été toute claire. Nous ne pouvons pas nous rencontrer pour en décider. Est-ce qu'on ne va pas se heurter à la même décision encore? Non, c'est peut-être une question de formulation qui s'est posée. Moi, je pense qu'à partir du moment où les partis politiques sont suspendus, il ne faut plus se référer aux partis politiques en tant qu'entité. Mais on peut se référer aux acteurs. Si on dit réflexion sur la gouvernance politique, on convoque ces gens. On peut les convoquer individuellement. On convoque Bernard Bougouma en tant que citoyen du Burkina Faso, mais pas en tant que journaliste du WATFM ou Tri TV. On peut le convoquer, on sait qu'il a des capacités de contribution. On envoie une invitation à Bernard Bougouma individuellement. Il vient, il participe au débat. Pourquoi on ne pourrait pas appeler les acteurs à ces titres-là pour éviter de remettre en selle des acteurs qui sont suspendus? Mais monsieur Coulibaly, ce sont les activités qui sont suspendues, pas les partis. Oui. Mais comment ils se retrouvent pour dire, comment on fait comme contribution? C'est le comment? Non, c'est le cadre qui pose problème. Oui, justement. Si on fait une activité sur la gouvernance politique des réformes, mais les gens peuvent participer. Ce n'est pas une activité des partis politiques. C'est une activité de l'État pour pouvoir obtenir des contributions, et on recense ces contributions-là pour faire de la réflexion et des propositions. Moi, je trouve que c'est possible.
Et c'est ici que nous mettons un point final à cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que Siaka Coulibaly, conseiller spécial à la primature, était notre convoqué à la barre et avec lui, il a été question des transitions face aux délais légaux, état des lieux et perspectives. Merci encore Siaka Coulibaly. Merci. Merci à vous, juge Benna Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Joël Soré, pour les analyses apportées également. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, tout en vous souhaitant une très belle semaine. Nous vous rappelons qu'ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et rendez-vous demain pour une autre convocation.